Bon, tout d'abord, je voulais absolument vous remercier d'être venus ce soir pour écouter un peu de culture équestre. Vous remercier et vous féliciter, parce que c'est un effort qui est pas négligeable, mais qui est intéressant de connaître son passé pour savoir où l'on va. Donc, cette soirée est consacrée à l'ASEP, à l'histoire de la ASEP et à l'ASEP, et également à une cavalière internationale que vous connaissez tous, Michel Cancre, qui nous fait le plaisir, l'honneur et la joie d'être présente ce soir, et qui va nous parler un petit peu de sa carrière, de ce qu'elle pense des chevaux, de l'équitation, de beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, c'est un peu le programme de ce soir. Cette soirée a été organisée par le comité régional d'équitation d'Île-de-France, que vous connaissez tous, puisque c'est ce comité qui organise toutes vos compétitions dans la région, et aussi les formations, etc. Bon, tous les cavaliers connaissent. Et cette commission a la particularité d'avoir une commission culture, dont je suis le président. Je remercie le président. Ce qui explique mon engouement pour la culture équestre, qu'on essaye de propager, de proposer aux gens pour leur plus grand bien. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser, alors, Monsieur le Président, peut-être un petit mot sur le comité régional. Bonsoir à toutes et tous. Merci déjà pour cette organisation. Merci à la commission culture du comité régional, présidée par Didier Bigot, accompagné de personnes ô combien émérites qui essayent de faire vivre cette culture. Une soirée comme ce soir a toute son importance. Elle a son importance parce que c'est pas anecdotique. Vous savez tous qu'aujourd'hui, il y a 100 000 cavaliers qui montent en Île-de-France, que l'équitation aujourd'hui continue à se développer. On est la 3e fédération sportive par le nombre de licenciés, après le football et le tennis, mais avant le rugby, avant le golf, avant le judo, avant beaucoup. Hein. Donc l'équitation est partout. Ce soir, c'est extrêmement important de mettre à l'honneur une structure comme la Société d'équitation de Paris. Car cette structure, eh bien, a participé et continue à participer au développement de l'équitation sous toutes ses formes. Hein. Le nombre de cavaliers, le nombre de piétons qui sont devenus cavaliers grâce à des structures comme celle-ci, c'est quelque chose qui est, on pourrait le demander, mais je pense que ce sont des milliers de cavaliers depuis des années qui ont été formés et bien formés et qui ont pris le goût de l'équitation. Et c'est aussi grâce aux acteurs qui ont, dans cette structure, fait vivre l'équitation. Et je suis très heureux qu'on mette à l'honneur, bien sûr, Michel Cancre et bien sûr Jean-Pierre Touloux, car il faut toujours savoir d'où on vient, il faut savoir comment s'est construite l'équitation, comment elle a évolué au fur et à mesure, comment aujourd'hui elle est devenue un grand sport dans ce pays, et puis après se poser la question de comment, eh bien, on va continuer à essayer de faire progresser tout cela. En tout cas, merci à tous d'être là ce soir et par votre présence, vous montrez en tout cas l'intérêt que vous avez pour l'ensemble de l'équitation. Bravo. Merci. Bon, 2 mots, la soirée. On va commencer avec Jean-Pierre Touloux, je n'ai pas besoin de le présenter. Je pense que tout le monde le connaît ici à la SEP, instructeur, écuyer professeur. C'est le titre qu'on donnait, écuyer professeur. Bon, enfin, vous le connaissez tous. Il va présenter une première partie sur l'histoire de la SEP et l'activité de la SEP. Et après, on passera à la présentation de Michel Cancre et de son glorieux passé. À toi, Jean-Pierre. Eh bien, bienvenue à la SEP, puisque ça commence là et on en est toujours là. Et plus tard, on y sera encore. La SEP, elle se situe au 60 route de la Muette à Neuilly, hein, 75 116 Paris. Nous la voyons, là, c'est les bâtiments modernes. Là, c'est la SEP, c'est 17 hectares. 17 hectares qui sont construits dans le jardin zoologique d'acclimatation. Et ce jardin va lui servir à quelque chose jusqu'au début du siècle, où ça sera le plus beau jardin du monde. Il est créé en 1860, le 6 octobre. Napoléon III et l'impératrice venaient souvent se promener là, dans ces lieux, parce qu'ils y trouvaient ça très très beau. Et en même temps, Napoléon III prenait de l'équitation à côté, à Bagatelle, donc il venait tout le temps. Si on regarde la roseraie à Bagatelle, il y a l'emplacement de la chaise où l'impératrice regardait son mari.
Dans ce parc, c'est le parc géologique d'équitation. Le parc géologique a été, avec un président qui s'appelait Geoffroy de Saint-Hilaire, c'est 17 hectares qui sont instruits dans cette parcelle-là. Et on y a construit un club hippique. Un club hippique qui va se créer. Dans ce jardin d'acclimatation, il y aura des animaux. Il y aura des animaux et on a mis, comme il y avait des chevaux, on a créé ce club. Et on va voir des éléphants qui seront installés dans les écuries de ce qu'on appelle du grand manège ici, et des girafes qui vont être installées dans le manège Vercel qui est à côté. Maintenant, le manège Vercel, avant ça s'appelait pas comme ça. Et donc, en même temps, il y aura des choses à voir, et les gens qui n'ont pas vu les animaux vont les voir. Il y aura tous les animaux vivants sur Terre qui seront là, et y compris les pygmées ou des Indiens qui vont être là pour être représentatifs, pour voir ce qui existe dans le monde. On a dit qu'il fallait voir le plus beau jardin du monde. Le jardin d'acclimatation, c'est des activités qui vont être en permanence toute la journée. Et donc, ça va durer jusqu'en 70. La guerre de 70, 1870, c'est une défaite terrible, puisque la France est envahie la Paris est envahie par la Prusse, et on va se retrouver dans une période où il va y avoir la famine. Le jardin va être fermé et ça va être un parc à moutons, un parc à bestiaux pour pouvoir alimenter la vie parisienne, parce que c'est dramatique. Là, on n'arrive plus à vivre, ça ne marche plus. Ça va durer environ 2 ans. Le temps de la guerre, là, Napoléon va abdiquer, il va changer, et donc c'est bien marqué jusqu'en 70, de 70 à 72, ça va être. Et après, on y mange aussi quelques animaux. Voilà. Alors une fois que ça a été recréé, on a recréé le jardin d'acclimatation, et il y avait des gens qui étaient des fins dresseurs, qui avaient dressé des autruches avec des petites carrioles, et on pouvait se balader dans le jardin avec une carriole et une autruche. C'était intéressant, c'était marrant, donc on a innové plein de choses. Pourquoi le jardin d'acclimatation se trouve là? Eh ben, c'est parce que juste en bas, vous avez la route du champ d'entraînement. Lorsque le champ d'entraînement, c'est la place de Bagatelle. Bagatelle, ça va être l'endroit où on va faire les concours complets. Et le premier concours complet qu'on appelait le championnat du cheval d'armes a été fait en 1904 et a été gagné par le capitaine de Saint-Phal avec le cheval Marseille 3. Et c'était un concours qui était international et qui était vraiment des plus durs. Et à côté du jardin d'acclimatation, à côté de ce champ d'entraînement, il y avait donc les gens de l'étrier, puisqu'à l'époque, il y avait déjà des concours hippiques militaires. Et le club de l'étrier a été construit en 1895 avec le comte de Brissac qui était là. Alors, on voit la SEP ici. Donc, ce manège, il y avait les écuries et les gens passaient, c'est la route du champ d'entraînement. Donc, les gens venaient de la Porte-Maillot, ils passaient au Sablon. Au Sablon, il y avait une grande carrière où il y avait un manège. Et souvent, les artilleurs venaient s'entraîner sur la carrière des Sablons. Et après, donc, il y avait le jardin d'acclimatation, on passait à côté. Et on passait devant le manège du jardin d'acclimatation. Et ça allait jusqu'à Bagatelle. Ici, c'est la promenade. Alors, ce qui est intéressant, c'est un lieu névralgique de politique. La politique se faisait au bois de Boulogne. Donc, là, on voit les gens qui discutent, parce qu'il était de bon ton de se promener à cheval, de rencontrer les gens, et ce qui était de plus important, c'était de passer au pas, de dire bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous, etc. Donc, la politesse était vraiment très importante. Alors là, ici, c'est l'allée de l'allée Foch. Les gens se promenaient à cheval, venaient à cheval, et vous allez voir que le monde équestre va vivre une vie pendant un certain temps qui va être intéressante. Ici, c'est le manège qui est juste derrière moi, que vous connaissez. Alors, c'était construit donc en 1860 et les gens venaient voir. Alors, il y avait des leçons, il y avait un moniteur qui était là, il y avait des leçons, ils avaient créé, c'était un poney club. Et dans ce poney club, ils arrivaient à donner 2500 heures par an au poney, et ils avaient institué des examens de bronze, d'or et de vermeil. C'est comme ça qu'on définissait les grades pour les examens. Le bois de Boulogne, c'est aussi les voitures, c'est aussi plein de choses. Et ça va être en pleine vie jusqu'en 1900-1910. Et après, ça va être beaucoup moins de chevaux, puisque les vélos vont faire peur aux chevaux. Et que le monde va changer progressivement. Ce monsieur,
Il s'appelle Duchon d'Angenière. Il est le propriétaire du manège de la rue Lomont, qu'on appelle le manège du Panthéon, et il est propriétaire du manège de la rue Dufaux. Alors le manège de la rue Dufaux, son père était le propriétaire et il a eu comme locataire le comte d'Or, qui avait loué le manège de la rue Dufaux, et il avait acheté 30 chevaux à Lancan. Lorsque les chevaux de Versailles, en 1830, ont été vendus, il en avait racheté 30, il avait fait une belle équitation avec que des chevaux de dressage de haut niveau. Ce qui fait que les gens étaient très contents de monter des bons chevaux, alors qu'à côté, dans la rue Saint-Martin, il y avait notre ami Boucher qui lui dressait les chevaux, mais il avait dressé les cavaliers en même temps pour bien comprendre les choses. Et les élèves de l'un et de l'autre ont fait un petit peu une querelle de clochers entre les uns, et on connaît le duel des centaures. Donc ça c'est intéressant. Et M. Duchon d'Angenière va être propriétaire de la SEP pendant un certain temps, et après il va en devenir directeur, puisqu'à un moment donné, il va bien falloir vendre tous ces manèges qui ne servent à rien, donc qui ne vont plus servir à rien. Et donc on va voir ça avec la suite. Ça c'est le manège à l'époque, avec le moniteur dedans. On voit le fond ici où nous sommes. On est là. Moi je suis ici actuellement. Et donc voilà le manège. À l'intérieur du bar, ben, ça c'était l'endroit où on pouvait regarder. La sellerie était à ma gauche, à notre gauche, là, et elle était un peu comme l'école de Vienne. Il fallait une perche pour mettre les selles là-haut, et à côté, c'était le moyen de se changer. Et on voit un professeur qui donne la leçon à l'élève. On peut lui dire qu'il n'a pas de bombe, il n'a pas de casque, c'est pas grave. Donc c'était l'époque avant la guerre, donc avant 1900. Le manège va durer comme ça jusqu'en 1900-1904, et on va voir, ça c'est monsieur Théodore Pellier, qui est le troisième frère d'une dynastie. Son frère était à l'école de Versailles, il a fini l'école de Versailles en 1830, parce que ça s'était fermé, et puis ils ont acheté des manèges dans Paris, et c'est le troisième frère, et lui était spécialisé dans l'équitation des dames, puisque les dames montaient dans un manège particulier, il n'y avait pas de médication mixte, et il avait pour mission de faire monter des Amazones. Et il avait dressé des Amazones qui allaient présenter la reprise avec le comte de Brissac à l'étrier lorsque ça a été présenté devant le président Faure. Et il avait pour mission, il était marrant parce qu'il critiquait tout le monde, en particulier tous ceux qui avaient des casquettes. Parce que les Anglais avaient ramené ce qu'on appelle le trot à l'anglaise, le trot enlevé, et c'était plus facile d'aller se promener au trot enlevé dans le bois de Boulogne parce qu'on ne touchait pas à la bouche et en avant, trot petit en avant. Et il ne supportait pas de voir les gens en casquette, il trouvait ça des petits voyous de l'époque. En fait, c'était les gentlemen anglais qui arrivaient. Monsieur Gougaud, qui était instructeur en compagnie de Monsieur Pellier, était l'instructeur ici. Il est venu, ce qu'on appelle dans le jardin d'acclimatation pendant un petit moment, mais ils avaient 3 ou 4 manèges, ils se partageaient les manèges. Ils avaient la rue du Lude et puis la rue Chalgrin. Donc, si on regarde, on fait l'anthologie de tous ces manèges, on va retrouver ces gens qui vont revenir souvent. Alors, on voit bien l'équitation à l'ancienne, et les gens aimaient bien présenter les chevaux pas espagnols. Il y avait au moment des concours, et c'était toujours les enseignants présentaient leurs chevaux de dressage à l'époque. C'est comme maintenant, il y avait le ticket d'entrée, on va à l'école Jules Pellier, ça c'est le manège de la rue Chalgrin. Monsieur Gougaud, qui était aussi à coquiner avec Monsieur Pellier, ils avaient des tickets d'entrée, il fallait bien répertorier les gens et gagner de l'argent et montrer qu'on pouvait faire marcher la maison grâce à ce genre de choses. Ces gravures, ces photos-là sont tirées du journal illustré parce que ça fait la une des journaux. Et je trouve, voilà, le manège ici, qui a été pris, je crois, dans les années 30 ou 20 ou 30 à l'époque, et les gens passaient devant. Et ici, c'est Monsieur Gougaud qui regarde les gens passer et sortir. Et là, vous avez le plan du manège. Alors ici, c'est le manège Versailles, et les girafes étaient là. À côté, vous avez l'écurie Napoléon III, qui est l'écurie du Touring Club de France, qui était magnifique, et qui servait encore il y a une vingtaine d'années pour les photographes, et prendre des mannequins en photo, parce que c'était tellement beau. Cette cour ici, c'est la cour intérieure avec un pédiluve dans le milieu. Cette cour a été entretenue jusqu'en 1942, et en 1942, les Allemands sont venus ici, et ils ont fait les box à l'intérieur de la cour. Il y a une série de box qui est à la SEP, et l'autre série de box qui est au Touring Club de France, et c'est les Allemands qui l'ont construite. Et ils ont quitté la rue Lomont pour venir ici s'installer. Ils sont repartis après, évidemment. Et là, donc il y avait les chevaux dans l'écurie. Ils allaient dans le petit manège qui est à côté,
Et ils montaient là, ils passaient la marche qui est là, et ils détendaient leurs chevaux dans ce qu'on appelle le grand manège. Ça, c'est le grand manège. Il fait 27 mètres par 12. Et bon, ils détendaient leurs chevaux là, et ils allaient se promener dans le bois de Boulogne. La porte d'entrée du manège, c'est l'endroit du bureau. Elle n'existait pas, la porte d'entrée du manège. Ils rentraient par le bureau, et ils revenaient par le bureau, et puis ils repassaient par l'autre manège pour enlever les chevaux. Donc c'était toute une organisation, et on va voir que ça va se compliquer avec l'arrivée du manège du Touring Club de France et de l'étrier, et de la SEP. Alors attendez, entre les deux, je vous ai parlé du bon ton, c'est-à-dire bonjour madame, bonjour madame, et j'ai tiré ça d'un livre de graffiti. Ce sont deux cochers qui se croisent et qui s'invectivent et qui se tapent à coups de fouet. Donc il y a de temps en temps, il y a aussi des coups de semonce entre les gens, devant les gens transportés dans leur voiture. Nos voisins, eh ben, on voit le manège de l'étrier, on voit, je ne sais pas, j'arrive pas trop à lire là-haut, le manège Olivet, le manège Chauvin, ça c'était une revue de concours hippique, le manège Jules Pévier encore dans Paris, le manège en Roi, et tous ces manèges, à côté il y avait la rue de la Ferme, dans la rue de la Ferme il y avait à Aulette, il y avait le Tattersall, il y avait encore un autre manège, et tout, ils étaient à plus de 100. Il y avait des chevaux de vente qui étaient là et des chevaux de pension, à savoir que dans la rue de la Ferme, il y avait des écuries à 2 étages. Les chevaux étaient à l'étage et on les descendait, il fallait bien les loger quelque part, et les gens allaient bon train dans le bois de Boulogne. Et il n'était pas rare de voir Phyllis descendre avec Georges Clémenceau le samedi au Grand Trot pour sortir un petit peu les allures des chevaux, étant donné qu'il était dans un manège parisien près de la Seine. Ce morceau ça s'appelle C'était des questions de Paris au-dessus. C'est intéressant parce que c'est le général de Carpentry qui était le président de la Fédération française des sports équestres en 1942 et il est resté un certain nombre d'années et il avait décidé, puisque le manège de la rue Laumont avait beaucoup de gens de haut niveau et de tout niveau à monter, il avait décidé d'appeler ça la Société d'équitation de Paris, parce que c'est un mot élégant et que ça correspondait bien avec ce qu'il faisait. Le général de Carpentry était ce qu'on appelle à Saumur le plus savant des écuyers. Et il a écrit un livre, Équitation équestre, qui est extraordinaire, qui est à recommander. Et dans ce manège ici, il y avait le syndicat des maîtres de manège qui était tenu par les anciens militaires et pour protéger la profession Alors il y a eu le commandant Licard, puis il y a d'autres gens les uns après les autres qui sont venus pendant une vingtaine d'années pour faire ce syndicat des maîtres de manège. C'est le manège de l'étrier, ça ressemble... Alors, le manège que nous avons ici a servi de copie pour les autres manèges parisiens, donc c'est au point de vue structure, et donc on voit une leçon qui est donnée avec le professeur, et les 3 élèves, il n'y a pas de bombe, c'est les montes à l'époque. Michel pourra nous en parler plus savamment. J'ai marqué les années, c'était la propriété du Championnière, la Société d'équitation de Paris. Alors ici, c'est une leçon qui est donnée à la rue Laumont. À la rue Laumont, et donc les leçons à la rue Laumont étaient des leçons de 18 par séance. On va faire les débuts et les origines du jardin d'acclimatation. La SEP va prendre son nom en 1942 au manège du Panthéon, et ça va être la 54e association sportive, loi 1901. Et le manège de la rue Laumont, ou le manège du Panthéon, c'est la propriété des Duchon d'Angenière. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il était, par son père, ils étaient propriétaires de plusieurs manèges, et là-dedans, eh bien, on va voir ce manège fusionner avec d'autres manèges, et on va voir des cavaliers passés qui vont sortir des grandes écoles. Les grandes écoles vont venir monter là. Ils auront des sections équestres à travers intra-école, et on va retrouver l'élève Vatel, qui est devenu un des plus grands écuyers des temps modernes. Et moi, je pense que le colonel Vatel était supérieur au général Lott. Mais ça, je ne peux pas le prouver, mais je peux le faire par théorie, en voyant les films et en ayant lu et l'un et l'autre. Donc, Vatel va passer par là, dans les années 1900-1910, et après, il y aura bien sûr d'autres qui vont rentrer dans l'histoire de l'équitation. Il y a beaucoup d'élèves dans les prépas à grandes écoles, donc ça c'est important. 1939, les Allemands arrivent, ils vont s'installer, ils vont occuper les lieux. En occupant les lieux, ils vont prendre la rue, ils vont prendre le manège et ils vont réquisitionner le manège. Il y a 40 chevaux à la SEP, au manège de la rue Laumont. Donc ils vont réquisitionner les jeunes chevaux, ça va être fermé.
Mais ils ont mis leur matériel, les motos, les machins, tout ce qu'ils avaient comme matériel, et ils ont vu que c'était trop petit, puisque le manège de la rue Le Mont fait 40 mètres par 15. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose, il y a juste des écuries, une petite impasse. Donc les Allemands vont quitter la rue Le Mont pour venir ici. La SEP va prendre son nom sur le papier, et le président de la Fédération française, le général de Carpentry, va lui donner ce nom, et un comité va être créé. Le comité, c'est un ensemble de personnes qui vont gérer ça. Et M. Duchamp-Jean-Genère va se libérer du propriétaire au grade de directeur et il fera une location. Là-dedans, on va trouver des bénévoles. Les bénévoles, c'est ce qui a permis de sauver l'équitation française. Parce qu'il n'y avait plus personne comme enseignant. Sauf que la SEP va se retrouver avec quelques officiers à la retraite ou en disponibilité. La SEP va servir de boîte aux lettres, donc les messages passés à l'époque de la Résistance passaient aussi par la SEP. Et M. de Longchamp y a participé. Et je parle de M. de Longchamp parce que c'est quelqu'un qui est important dans cette maison et qui a fait un travail énorme et qui est un monsieur, qui est un savant, je le considère comme ça, bien que j'ai eu des petits dividendes avec lui, mais c'est quelqu'un qui est très compétent et qui a permis le développement de ce club. Et il a fait des livres que je vous proposerai tout à l'heure. Il va arriver comme étudiant. Il est étudiant en droit et il prend le métro le matin à 7 h, et puis, enfin le premier métro, et il trouve que c'est bien. Et il repart, du coup il va plus du tout faire son métier d'étudiant, il va être l'esclave de Duchamp-Langenière, j'appelle ça comme ça parce que c'est un mot un peu militaire, mais il va devenir l'homme de main de Duchamp-Langenière et il va servir, et il va reprendre le dernier métro le soir. Et ça, c'est important parce qu'il va être quelqu'un qui va développer, aider, construire et dresser les chevaux. Et donc, ensuite, les chevaux, ils reprennent des chevaux après 1942 et ils sont achetés chez un marchand de chevaux. À Vaugirard, c'est l'endroit où on vendait les chevaux. La nourriture, elle est vendue au marché des chevaux. L'avoine, il n'y en a pas, elle est réservée pour les Allemands. Il reste que la paille, le foin et la mélasse. La sellerie de Duchamp-Langenière va être louée à la SEP. La SEP va louer 30 chevaux qu'ils vont trouver sur le marché. Alors j'ai connu, et des gens ont connu bien souvent, un monsieur qui s'appelait monsieur Georgère. Monsieur Georgère était le vendeur de chevaux. Il avait une chemise noire, une espèce de blouse noire, avec un petit catogan rouge qu'il mettait autour du cou, et son chapeau. Et il venait vendre des chevaux, et tous les chevaux, il y avait toutes sortes de chevaux. Monsieur de Longchamp, il dit dans son livre, les instructeurs ou les élèves de maintenant refuseraient de les monter. C'était des barbentiers, mauvais, comme des teignes, qui mordent, qui tapent. Il fallait mettre des muselières en ferraille. Il fallait mettre des paniers à salade. Parce que je me souviens, moi, quand on était enfant, les paniers à salade, c'était des trucs en ferraille. Et il fallait mettre des bouts de ficelle pour pouvoir attacher ça. Et à tel point qu'il cite le cas d'une jeune femme qui monte à cheval sur un barbe. Et le barbe, il n'a pas aimé, il a sorti cette femme en lui prenant la cuisse avec ses dents, il a sorti la femme de la selle, il l'a tenue en l'air, elle a hurlé à la mort, et à un moment donné, le cheval l'a lâchée, elle est tombée par terre, elle n'est plus jamais revenue. C'était l'époque. Hein. Oui, il y avait des barbes. Exactement. Alors les premières leçons vont recommencer le 1er février 1943. Il y a 826 inscrits, 485 universitaires, polytechniques, les grandes écoles, la prépa militaire. Hein, la prépa militaire, elle vient après 1943, et le comité gère l'association, et le président du comité est M. Thiebaud. Les célébrités vont monter à cheval. Alors, dans ce club de la SEP, qu'on peut appeler le manège de la rue Le Mont, il y aura le Touring Club qui aura son groupe, il y aura la Banque de France qui a 70 cavaliers, il y aura Kléber-Colombe, il y aura Proselec, il y a Kodak Pathé, il y a Geoffroy Delors, et donc il va y avoir plein de choses. Et là, il va y avoir un nouveau président qui va se créer, et qui est dentiste. Mais comme dentiste, il a la classe, il connaît tout le monde. C'est quelqu'un de très malin et il s'appelait le docteur Cocanas. Comme il est malin, il va utiliser monsieur Mélerio, qui est un bijoutier de la rue de la Paix,
et ils vont faire le logo de la SEP, un cheval à bascule. Et il va s'entourer des grands noms. Il va y avoir Borotra, qui est dans le tennis, Chabrol, qui est dans le cinéma, Gainsbourg, que vous connaissez, Manago, Herzog, Nadal, qui est un cavalier qui a fait de la cascade, Nourricier, qui est un écrivain. Et cet écrivain, il disait « Moi, je gratte des chevaux comme je gratte du papier ». J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais enfin bon, pourquoi pas. Et Michel Piccoli, que vous connaissez aussi, qui était des gens de cinéma. L'école de Normal Sup, Polytechnique, sont instruits par l'adjudant-chef Schiffer. Et les élèves portent un uniforme, l'uniforme des chantiers de jeunesse, et ils sont censés être en civil. Les enseignants, parfois des bénévoles, M. Decombet, M. Couillot, que pas mal de gens connaissent, Michel est allé travailler chez lui, il pourra en parler tout à l'heure, et M. Dourou, Desjeux, Duval, Leclerc, Mongo, je ne les connais pas, mais c'est tous des anciens, tous les militaires, mais en disponibilité, depuis l'armistice de 1940, bien sûr. La SEP fait de la voltige, du horseball, il se classe dans les compétitions, mais les compétitions, c'est un track club, donc c'est déjà ça. Sauf que ailleurs, je pense qu'il y avait moins d'équitation ailleurs qu'à Paris. Les premiers examens en 1943, 249 présentés, 241 reçus au premier degré. Au second degré, 10 cavaliers. Mais il n'y a pas les chevaux de dressage qui étaient classiques. Donc la garde républicaine est tellement bien, grâce à monsieur Cocanas, va prêter des chevaux et ils vont être reçus et donc ils vont monter des chevaux de la garde. Le juge est quelqu'un de très important qui s'appelait le colonel Boursier. Alors vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais puisque je connais ma littérature équestre. C'était le colonel commandant l'école de guerre et il s'occupait des chevaux des généraux et il dressait les chevaux des généraux. Il m'a fait passer mon troisième degré, le colonel Boursier. Et voilà, on va encore savoir mieux. Et donc le colonel Boursier était un écuyer qui faisait du concours hippique, du dressage à haut niveau et qui était un homme très doué. Et il était le juge, bien sûr, il n'était pas facile, certainement. Le manège, donc je parle du Panthéon, tout à l'heure j'ai dit 40 par 15, il y a 40 box et stalles, il y a des reprises par 18, par niveau. Alors M. de Longchamp m'avait dit, il y a 12 reprises dans la journée. Hein. Et M. de Longchamp donnait des reprises sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On s'aperçoit, M. Cocanas s'aperçoit que c'est quand même un peu étouffant de tourner en rond dans ce manège, et il fallait trouver quelque chose. Et il a trouvé Maison Lafitte. À Maison Lafitte, il y avait un vétérinaire qui a loué quelques box pour une dizaine de chevaux, et la SEP saute dessus, et ils vont emmener des chevaux à pied du Panthéon à Maison Lafitte. Et évidemment, les transports de chevaux, ça n'existe pas. Non. Et donc, il fallait bien se débrouiller et ils sont allés à pied là-bas. La SEP prendra 2 mètres de manège du cadre noir de l'école d'artillerie, puisque les artilleurs sont cousins des cavaliers. Il y avait 2 cadres noirs, le manège de Saumur et le manège de l'école d'artillerie. Mais on parle beaucoup moins du manège de l'école d'artillerie, bien que ces gens-là aient le même niveau et la même fonction, et ils dressaient des sauteurs, ils faisaient tout à la fois, sauf qu'ils étaient artilleurs à Fontainebleau. Et il va prendre Gaulard et Justin, qui vont intégrer le manège du Panthéon. Et grâce à leur conseil, il y a un junior qui s'appelle Delmas, qui va monter un cheval qui s'appelle Tonnerre. Il va remporter la Coupe Junior de l'étrier. Et ce junior, il va il va s'engager dans la Royal Air Force. Il fera ses classes et il fera la guerre en tant qu'aviateur après. 20 août 1944, la libération de Paris. Ça va être un bazar pas possible. Les instructeurs en disponibilité vont se repartir dans leur régiment. Et le 1er septembre, la SEP va reprendre son activité. Le docteur Cocanas réussit entre-temps à envoyer quelques élèves au centre sportif d'équitation militaire à Fontainebleau qui sortiront sous le contrôle d'un maître de manège qui s'appelle M. Godex, qui est un homme de course que j'ai connu, grâce à mon professeur qui s'appelait Boulot. Et il y avait des réunions des anciens dans le milieu de la France, mais c'était tous au soleil. Le docteur va récupérer un homme de grande valeur qui s'appelle M. Mermet, qui est un cavalier, qui est adjudant-chef, maître de manège à l'école d'application de Fontainebleau. C'est un spécialiste du CSO. Il est monté avec le général Croust, qui a présenté le championnat du monde de 100 hauteur à 2,11 m devant son Altesse Royale Alphonse IV, je crois. Puis le colonel Danlou. Il ira ensuite, alors il va être mis à Maison Lafitte, puis après ils vont le mettre à Saint-Germain. À Saint-Germain, merci madame. Et à Saint-Germain, il va choisir quelques chevaux. Il va aller à Romainville et on lui a donné, il va aller choisir des chevaux parqués dans l'armée.
et qui sont considérés comme des prises de guerre. Et ces chevaux vont servir à faire des prises de sang. Alors ça existe à Garches. Il y a une écurie qui existe encore, qui sert à l'Institut Pasteur, et les chevaux font 17 litres de sang par semaine. Et ils sont ponctionnés, et donc ce cheval-là faisait ça. Et ces 4 chevaux vont être récupérés par la SEP qui va les acheter. Mais il y aura une petite histoire que je laisse Michel la raconter. Et ces 4 chevaux vont venir comme chevaux pour supporter l'équipe de Mermet. Et ensuite, il va prendre un autre lot de chevaux qui vont être attribués par l'armée, mais la SEP devra aller les chercher à Fontainebleau. Ça fait un petit voyage. Monsieur Duchamp d'Ingénieur, directeur, va se séparer de quelques enseignants. Et en 1946, la SEP va sortir 20 fois en réunion publique, va gagner 9 fois et 1 fois en équipe.